20 ans. C'est le temps qu'il aura fallu à Oda pour développer son univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais au-delà des centaines de personnages, de leurs aventures et de la quête du One Piece, de sombres secrets se cachent entre les pages, et c'est de l'un de ces mystères vieux comme le monde dont nous allons parler aujourd'hui. En 1998, le jeune Eiichiro Oda, encore loin du succès qu'il connaît aujourd'hui avec One Piece, participe à un concours de création de personnages organisé par le Weekly Shonen Jump. Il crée alors un shōjin nommé Pandaman, qui sera intégré au livre hommage Kinnikuman 77 Mysteries, dédié au manga de Yoshinori Nakai et Takashi Shimada, un duo connu sous le nom de Yude Tamago. Kinnikuman est un véritable phénomène au Japon depuis les années 80 parmi les mangas pour enfants, plusieurs fois récompensés, qui nous embarque dans la quête de Kinniku pour remporter le tournoi qui lui permettra de devenir prince de la planète. Les shōjin qu'on nous présente dans le manga sont l'équivalent des super-héros occidentaux et possèdent des capacités qui dépassent de loin celles de l'être humain. Pandaman appartient donc à cette race, dont il est dit que les origines précèdent celles de l'humanité, et on raconte même que la civilisation des hommes se serait bâtie sur les ruines de l'ancienne civilisation des shōjin. Et c'est la même année, en 1998, que sort le chapitre 44 de One Piece, qui marquera sa première apparition officielle dans l'œuvre. Il ne cessera alors de réapparaître pendant plus de 20 ans, changeant parfois d'apparence et suivant les Mugiwara partout où ils se rendent, comme un ange gardien ou une mauvaise malédiction. Après des centaines d'apparitions au cours des 20 dernières années, il continue d'apparaître en 2019, puisqu'il a été aperçu dernièrement au QG de la Marine dans le chapitre 957. Simple jeu avec ses lecteurs ou véritable mystère du monde de One Piece, cette tradition a pris de l'ampleur jusqu'à la création du mythe du Pandaman par Oda, qui a livré les origines du personnage dans un SBS. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, il est dit que le Pandaman fut abandonné dans un bosquet de bambou. Il sera recueilli par des pandas géants qui le protégeront et l'élèveront comme l'un des leurs. Durant son adolescence, il sera souvent la risée du village, puisqu'il ne cesse de prétendre qu'il a vu la légendaire princesse Kaguya. Lassé qu'on se moque de lui, il s'entraîne alors à devenir un Akuma Shōjin, autrement dit, un super vilain. Finalement, des années plus tard, la vie de Pandaman prend un bon tournant, puisqu'il est à la tête d'une fortune et aurait, selon les rumeurs, une île entière qui lui appartient. Mais son bonheur sera de courte durée, puisque le Tomato Gang accuse Pandaman de lui devoir de l'argent et ses hommes se mettent à le traquer sans relâche. Ils engageront même Urosumaji Mask, son plus grand rival, afin de le poursuivre. Ce qu'on sait de lui ensuite, c'est qu'il se retrouvera à bord du Baratie lorsque Sanji rejoindra les Mugiwara et qu'il ne les lâchera plus d'une semelle jusqu'à ce jour. Mais ce qui éveille ma curiosité, c'est le fait que Pandaman mentionne la princesse Kaguya. Un personnage qui n'est pas issu de One Piece, mais de Kaguya Hime, une légende japonaise. Et l'histoire que nous raconte cette légende peut facilement être comparée à l'histoire du monde de One Piece. Kaguya Hime, tout comme Pandaman, fut trouvée dans un bosquet de bambou et adoptée par un couple de coupeurs de bambou. Elle sera élevée par eux, mais très vite, sa beauté attira les princes du royaume entier, qui la demanderont tous en mariage, bien qu'elle refusera toutes leurs propositions. Et enfin, des années plus tard, elle finira par trouver le courage d'annoncer à ses parents adoptifs qu'elle n'est pas originaire de la Terre, mais que ses vrais parents sont issus du peuple qui vit sur la Lune. Kaguya aurait été envoyée sur Terre afin d'être protégée d'une guerre qui aurait éclaté sur la Lune, et l'heure de son retour était venue. Elle laissera derrière elle une lettre d'excuse pour ceux dont elle était proche sur Terre. Cette histoire, en plus d'être mentionnée par Pandaman, se rapproche fortement de l'histoire des royaumes de Chandia, Bilka et Skypiea. S'il y a un personnage qui est fasciné par la Lune, c'est bien Ener, et c'est grâce à lui qu'on découvrira l'antique cité de Birka, et surtout qu'on apprendra qu'une civilisation bien plus avancée s'est trouvée et qu'elle serait descendue sur Terre il y a des siècles. Avant de s'y rendre, Ener parlait de la Lune comme d'un vaste endroit, semblable à un rêve, fait uniquement de plaine et sans la moindre trace d'eau. Mais la réalité est bien différente, puisque la Lune est déserte et ne contient que des vestiges d'anciennes glorieuses civilisations, explorées aujourd'hui par quelques pirates de l'espace. Une civilisation qui aurait pu disparaître lors d'une guerre spatiale et aurait envoyé une partie de son peuple sur Terre pour survivre ou protéger la lignée royale
comme c'est le cas dans le conte de la princesse Kaguya. Le Pandaman possède donc un point commun avec beaucoup d'éléments importants de One Piece, puisqu'il semble lui aussi lié à la lune, un symbole omniprésent dans l'œuvre dont il est encore fait mention dans les tout derniers chapitres. Comme on vient de le voir, Eiichiro Oda semble attaché au mythe qui s'est créé autour du Pandaman, allant même jusqu'à lui créer une origine et un passé, eux aussi teintés de références à la culture japonaise. Au-delà du simple trait d'humour, ce personnage a donc reçu une attention particulière, parfois bien plus que certains personnages secondaires de l'œuvre. Mais ce phénomène ne s'arrête pas qu'aux pages du manga. Dans plusieurs œuvres dérivées de One Piece, comme les jeux vidéo, on peut apercevoir le Pandaman se cachant parfois parmi les décors, et difficile à trouver, comme c'est le cas dans World Seeker. Il devient même un personnage jouable à part entière dans de nombreux jeux, prenant ainsi la place de certains personnages importants de l'œuvre qui auraient pu y figurer. C'est aussi le cas dans les films One Piece supervisés par Oda, dont il se glisse dans certains des plans. Sur la couverture des volumes, lorsqu'on enlève la jaquette, il s'invite parfois à la place de certains personnages ou se glisse dans le décor, comme sur la couverture du volume 90, sur laquelle il prend même place sur le trône vacant, siège suprême du gouvernement mondial. Penser ce personnage, le développer et l'inclure non seulement dans l'œuvre, mais aussi dans ce qui en est dérivé, représente non seulement une charge de travail supplémentaire pour Oda, mais également pour les développeurs. Et forcément cela représente un investissement qui, je pense, n'aurait jamais été possible si le Pandaman n'était qu'une simple blague sans aucun autre intérêt. Il renferme forcément des secrets importants ou constitue une partie du puzzle de l'univers d'Oda pour mériter un tel traitement. Mais alors, quelle est sa place jusque-là dans le monde de One Piece ? Le Pandaman possède le statut le plus troublant de l'œuvre. Il est présent dans plusieurs centaines de chapitres, mais n'interagit jamais réellement avec les Mugiwara ou les autres personnages du monde. Il est parfois présent sur un t-shirt ou un accessoire, ce qui pourrait induire que les habitants du monde ont conscience de son existence. Mais jusqu'à ce jour, il est spectateur des événements sans y prendre part ni en subir les conséquences et se contente de regarder comme un voyageur intemporel qui s'assurait que tout se déroule comme il se doit. La piste du voyage temporel a été évoquée de nombreuses fois, d'autant plus depuis l'apparition du personnage de Toki Kozuki. Certains imaginent qu'il pourrait venir d'un lointain passé, attendant le bon moment pour révéler ce qu'il sait. Sa présence dans le chapitre 0, qui est certainement l'un des plus importants concernant l'histoire de Goldie Roger, laisse en tout cas planer le doute. Il est montré comme un membre de l'équipage de Roger et prend part à la légendaire bataille d'Edward, opposant le navire du futur roi des pirates à la flotte de son rival Shiki le Lion d'Or. Plus troublant encore, son nom apparaît sur le poneglyphe d'Alabasta, qui dévoile la localisation de l'arme antique Pluton et qui fut protégée par la famille Nefertari durant des siècles, cachant ses secrets au gouvernement mondial. On peut clairement y lire le nom de Pandaman inscrit en japonais et contrairement à une simple apparition dans le fond d'une case, cette inscription sur l'un des éléments les plus importants de l'univers d'Oda en dit long sur la place du personnage dans l'œuvre. Ce mystérieux personnage semble donc à la fois à l'intérieur et en dehors de la réalité du monde, faisant partie de l'univers dans lequel se déroule l'histoire, mais ne respectant aucune des règles établies et imposées aux autres personnages. Je me suis donc posé la question, et certains débuts de réponses que j'ai trouvés m'ont fait froid dans le dos. Nombreux sont ceux qui, durant ces 20 ans d'aventure, se sont posés des questions sur le Pandaman et ses secrets. Et comme un bon nombre de personnages de One Piece, certains d'entre eux en sont arrivés à la conclusion que son nom pourrait être l'une des clés de ces mystères. Tout comme Goldie Roger, longtemps appelé Gold Roger, Pandaman pourrait n'être que l'une des nombreuses orthographes possibles pour écrire son nom. Ainsi, certains soulèvent la possibilité que Pandaman pourrait être lié au dit et se nommerait Pandyman, mais je suis pour ma part plus convaincue par le fait que le nom Pandaman soit en réalité une contraction de Pan de Man, de étant l'argot américain pour dire de. Autrement dit, Pandaman serait en fait une incarnation de l'homme de Pan, une divinité de la mythologie grecque. Pan, tout comme Pandaman, nous est présenté comme une créature mi-homme, mi-animal, à la différence que l'animal en question est un bouc et non un panda. Plus intéressant encore, Pan est un dieu lune,
Ce qui nous ramène une fois de plus à la Lune, déjà évoquée dans le conte de la princesse Kaguya, qui constitue les fondements des origines de Pandaman. Pan est aussi décrit comme le dieu de la foule, et plus particulièrement de la foule hystérique, pouvant faire perdre la raison à ceux qui l'entourent et rendrait fous les personnes qui le verraient. Un détail intéressant quand on sait que le Pandaman se cache souvent au milieu des foules dans les cases, et que bien souvent, ces foules sont hystériques. Mais il reste un point qui pourrait lier l'histoire de One Piece à cette divinité. Lors de la naissance du christianisme, Pan, alors considéré comme une divinité païenne, fut utilisé par les chrétiens comme modèle pour la représentation des démons, et ce, pour s'imposer contre le paganisme et condamner les pratiques des païens. On peut facilement faire le parallèle avec les dits, qui sont présentés comme des démons par le gouvernement mondial. Mais au-delà de la mythologie, Oda est connu pour la diversité de ses sources d'inspiration, et l'une d'entre elles, particulièrement sombre, pourrait nous aider à comprendre le Pandaman. Au chapitre 445, tandis qu'Usopp, Nami et Chopper traversent l'un des cimetières de Thriller Bark à bord d'un carrosse, on peut apercevoir une pierre tombale au nom de Pandaman au milieu de la multitude de tombes. Si le personnage existe bel et bien, il serait alors mort, et ça pourrait peut-être expliquer ses nombreuses apparitions dans les endroits les plus difficiles d'accès et parfois très éloignés les uns des autres. Si Pandaman est bel et bien Pan, alors un parallèle très intéressant pourrait se faire entre l'œuvre d'Eiichiro Oda et celle de l'auteur écossais J.M. Barrie. Dans la culture populaire, le mythe de Peter Pan se veut être une histoire pour enfants, pleine de personnages fantastiques et d'aventures. Mais l'origine du roman aborde en réalité des thématiques bien plus sombres que ce que propose l'adaptation qu'en fera plus tard Disney. Le mythe dont J.M. Barrie s'est inspiré pour créer son histoire dépeint en réalité Peter Pan comme un dieu de la mort, vêtu de vert et vivant dans les forêts, à l'image du dieu Pan de la mythologie qui est le protecteur de la nature. Il n'emmène en réalité pas les enfants au pays imaginaire, mais conduit leur âme jusqu'à l'au-delà, ce qui explique pourquoi les enfants n'y grandissent jamais. Le conte raconte donc l'histoire de ces enfants, entre la vie et la mort, qui vivront des aventures dans l'au-delà avant de finalement retrouver la vie. Oda a déjà montré son attachement pour ce conte, comme avec le personnage de Crocodile. Son crochet faisant référence à celui du capitaine Crochet, et son nom au crocodile qui ne cesse de le traquer. Est-ce alors un hasard si les Mugiwara, tout comme les enfants perdus, n'ont plus de parents ou ont perdu tout contact avec eux, et aucun d'entre eux ne semble y attacher une importance particulière? Le pouvoir de Moria, qui est de pouvoir extraire l'ombre d'une personne, rappelle aussi Peter Pan et son ombre, entité à part entière ne cessant d'essayer de lui échapper. Et plus subtil encore, c'est Wendy Moira Darling, de son nom complet, qui parviendra à recoudre l'ombre de Peter Pan afin qu'elle ne s'échappe plus. Son surnom Moira est l'anagramme parfait de Moria, ce qui me semble être bien plus qu'un heureux hasard. Sans compter bien sûr la présence de Peterman, un personnage totalement secondaire de l'arc Sabaody, dont le nom semble être le parfait mélange de Peter Pan et de Pandaman. Quoi qu'il en soit, difficile de nier le fait que le conte de Peter Pan semble fortement intéresser Eiichiro Oda et qu'il l'a certainement étudié de très près. Pandaman pourrait alors être lié à la mort, voire l'incarner, et plus encore, porter en lui certains secrets qui nous feraient remettre en question la nature même du monde et la nature du One Piece. Il nous reste à tous de longues années pour le découvrir, et je suis persuadée que ce qu'Oda prépare depuis plus de 20 ans chamboulera notre vision de l'œuvre tout entière, si cette théorie s'avère vraie. J'espère en tout cas que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la piraterie en vous abonnant à la chaîne et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Webblue Channel.